Les indications de l'échographie transœsophagienne, examen semi-invasif de seconde intention après une échocardiographie transthoracique bien conduite, doivent être particulièrement ciblées. Nous envisagerons successivement, mais sans être exhaustifs, dans cette deuxième partie, la pathologie valvulaire, les endocardites, les dysfonctions de prothèse valvulaire, l'aorte douloureuse, la recherche d'une cardiopathie emboligène et la cardioversion échoguidée, les cardiopathies congénitales de l'adulte ou du grand enfant, et enfin, l'échographie transœsophagienne en peropératoire ou percathétérisme. Outre la confirmation d'un diagnostic parfois difficile en cas de mauvaise fenêtre transthoracique, les principaux apports de l'échographie transœsophagienne dans le rétrécissement mitral sont l'appréciation de la texture de l'appareil mitral, valve, commissure et appareil sous-valvulaire, la recherche et la quantification d'une fuite mitrale associée, et surtout la recherche d'un thrombus de l'oreillette gauche ou de l'auricule. Concernant la sténose mitrale pure, l'échographie transœsophagienne est aujourd'hui indispensable avant la réalisation d'une dilatation par ballonnet. Celle-ci ne peut être envisagée qu'en l'absence de thrombus de l'oreillette gauche et de fuite mitrale supérieure ou égale au grade 2, de calcifications extensives et commissurales, et de rétraction sévère de l'appareil sous-valvulaire. En matière de détection d'une thrombose de l'oreillette gauche, la sensibilité de l'échographie transœsophagienne est très proche de 100. Ces thrombis sont habituellement situés au fond d'un auricule gauche dilaté. La stase est attestée par l'existence d'un contraste spontané. Signalons par ailleurs qu'en présence d'un rétrécissement mitral en rythme sinusal, la présence d'un contraste spontané est pour beaucoup d'auteurs un argument pour prescrire des AVK. Devant une insuffisance mitrale, en dehors de la confirmation diagnostique parfois difficile par voie transthoracique, les principaux apports de l'échographie transœsophagienne sont les suivants. La quantification de la fuite s'effectue soit par planimétrie du G ou DG en précisant leur topographie, soit par mesure du diamètre du G à l'origine, ou encore par recherche d'un reflux systolique dans les veines pulmonaires. L'échographie transœsophagienne permet également d'appréhender le mécanisme de la fuite, que l'on classe schématiquement selon Carpentier, en type 1, dilatation de l'anneau ou perforation, type 2, prolapsus, dont on précisera le type, grande valve et ou petite valve, type 3, restriction de mouvement valvulaire. L'échographie transœsophagienne multiplan permet d'optimiser l'analyse du mécanisme en permettant une étude de toute la valve, d'une commissure à l'autre, segment par segment. Au total, la place de l'échographie transœsophagienne dans l'insuffisance mitrale se justifie en cas de doute sur la sévérité d'une fuite ou dans le cadre du bilan préopératoire pour optimiser l'analyse morphologique, mais dans ces situations, l'analyse se fait de plus en plus au bloc opératoire, en préopératoire immédiat. Le rétrécissement aortique n'est habituellement pas une indication de l'échographie transœsophagienne. Cependant, la possibilité de réaliser en coupe 45 degrés une coupe petit axe parfaite de l'orifice valvulaire a suscité quelques travaux de quantification par planimétrie de l'air. En pratique cardiologique, l'intérêt de cette méthode est probablement limité compte tenu des bonnes performances du Doppler transthoracique dans l'évaluation du gradient et de la surface. À noter que le multiplan permet facilement de différencier un orifice bivalve d'un orifice trivalve. Enfin, l'échographie transœsophagienne peut être également utile pour évaluer une insuffisance mitrale associée, en sachant que l'élévation de la post-charge du ventricule gauche, observée dans le rétrécissement aortique, tend à surévaluer l'insuffisance mitrale. L'échographie transœsophagienne dans le bilan d'une insuffisance aortique chronique est loin d'être systématique. Elle se discute si la fenêtre transthoracique est inexploitable ou surtout s'il existe une pathologie de l'aorte ascendante.
L'ETO permet alors de mesurer le diamètre du jet à l'origine, de préciser le mécanisme de la fuite, bicuspidie, prolapsus, déchirure, voire perforation, et de rechercher une pathologie associée, anévrisme de l'aorte ascendante. L'échographie transœsophagienne peut être également très utile pour préciser le mécanisme d'une insuffisance aortique aiguë compliquée d'OAP, endocardite, dissection aortique, traumatisme avec éversion du nœud cuspide. La qualité de l'imagerie transœsophagienne peut indiscutablement aider à apprécier les anomalies de l'appareil tricuspide, valve, cordage, pilier, mais il s'agit d'une pathologie plus rare. L'ETO est considéré aujourd'hui comme un examen fondamental en complément de l'échographie transthoracique en cas de suspicion d'endocardite infectieuse, tant en ce qui concerne le diagnostic positif que le diagnostic de gravité et de retentissement et la surveillance évolutive. Le diagnostic positif de l'endocardite repose sur la mise en évidence de végétation, d'un abcès ou de lésions destructrices à type de lambeau valvulaire ou de perforation. La sensibilité et la spécificité de l'échographie transœsophagienne dans le dépistage de ces lésions sont très significativement supérieures à celles de l'ETT et proches de 100%. En matière de végétation, l'apport essentiel de l'ETO est la mise en évidence de lésions de petite taille, inférieures à 5 mm, ou de végétation sur valve préalablement remaniée, sur prothèse valvulaire, sur sonde de pacemaker. Soulignons également l'intérêt de l'ETO lorsque la fenêtre transthoracique est médiocre, en particularité chez les malades en réanimation, parfois intubés, ventilés. En cas de suspicion d'endocardite sur prothèse valvulaire, l'ETO est incontournable pour un bilan précis des lésions. Le diagnostic de gravité peut être lié à plusieurs types d'anomalies. Fuite valvulaire massive, abcès. La mise en évidence d'un abcès est classiquement en faveur d'une chirurgie précoce, en particulier chez un patient porteur de prothèse valvulaire. Végétation mitrale volumineuse et mobile, à haut risque d'embolisation. Pour certains auteurs, une végétation mitrale mobile de plus de 15 mm justifierait une chirurgie précoce. Perforation, fistule. La surveillance d'une endocardite traitée a largement bénéficié ces dernières années de l'échocardiographie dans ses différentes modalités. Si l'évolution est simple sous traitement antibiotique, la plupart des équipes effectuent une ETO à la fin du traitement pour faire un nouveau bilan des lésions. Par contre, s'il s'agit d'une endocardite aiguë à germe virulent, d'une endocardite sur prothèse, ou si la pyrexie n'est pas obtenue rapidement, l'ETO sera répété plus précocement, l'évolutivité des lésions étant un argument en faveur d'une chirurgie précoce. L'apport du multiplan dans le bilan d'une endocardite est donc indiscutable avec notamment le diagnostic de végétation de petite taille, parfois multiple, avec description morphologique précise de ces végétations. Le diagnostic plus précis des fuites valvulaires, et en particulier des désinsertions paraprothétiques, le diagnostic plus précis des abcès ou d'un trajet fistuleux. Le diagnostic de dysfonction de prothèse valvulaire repose classiquement sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques comme l'échocardiographie et le radiocinéma. Nous envisagerons successivement les désinsertions de prothèses mécaniques, les thromboses et les dégénérescences de bioprothèses. L'analyse des prothèses en position aortique est plus difficile que pour celles en position mitrale. Les sondes multiplans, en multipliant les angles d'étude, améliorent indiscutablement la rentabilité de l'ETO. Les désinsertions massives de prothèses mécaniques
ne pose pas en général de problème de diagnostic, même en échographie transthoracique, qui peut montrer une fuite massive, un mouvement de bascule de la prothèse. Ce mouvement de bascule n'est présent que si la désinsertion touche au moins un tiers de la circonférence. Les fuites paravalvulaires, localisées, sont beaucoup mieux dépistées par le TO que par le TT. Les critères de sévérité des fuites sont identiques à ceux qui ont été décrits ci-dessus: extension, diamètre du jet à l'origine, reflux dans les veines pulmonaires. Il est toutefois essentiel de différencier fuite intraprothétique de fuite paraprothétique. L'analyse des fuites de lavage au niveau d'une prothèse mitrale est particulièrement facile. La sémiologie est spécifique des différents types de prothèses. Une fuite pathologique centrale, diamètre du jet à l'origine large et extension spatiale large, est habituellement liée à une anomalie du jeu d'un clapet, thrombose, voire rupture d'un clapet. Les fuites paraprothétiques sont détectées à la périphérie de l'anneau. Elles sont fréquentes lors de la période post-opératoire précoce, mais leur fréquence diminue au bout de quelques semaines par endothélisation. Au-delà de la période post-opératoire, la fuite peut être liée soit à une déhiscence de structure, soit à une endocardite. Ces fuites paraprothétiques ont habituellement un diamètre du jet à l'origine et une extension spatiale assez large. Leur localisation précise est facilitée par le TO multilan. Dans le cadre des thromboses de prothèse, deux aspects doivent être envisagés: les thromboses obstructives et les thromboses non obstructives. Les thromboses obstructives sont dépistées généralement dès l'étape de l'ETT, mais le TO précise leur mécanisme à type de thrombus en collerette ou de thrombus mobile prolabant dans l'anneau ou encore de panus fibreux périannulaire. Il est capital d'analyser les deux versants de la prothèse en sachant que les prothèses aortiques sont plus difficilement étudiées. L'examen s'attachera à préciser la localisation, la taille, la mobilité du ou des caillots. C'est un des mérites de l'échographie transœsophagienne que d'avoir mis l'accent sur la fréquence de petits thrombis non obstructifs mobiles attachés au pourtour de l'anneau d'une prothèse mitrale ou au niveau des picots, soit en phase post-opératoire précoce, soit dans le cadre du bilan d'une embolie systémique. Ces thrombis sont généralement pédiculés, mobiles ou développés en anneaux. La notion de strand correspond à des filaments de fibrine fins, longs et mobiles, classiquement insérés sur la collerette de la prothèse ou sur les picots. Ils sont plus fréquents en post-opératoire immédiat. Au total, le TO doit être systématique devant toute suspicion de dysfonction de prothèse valvulaire et en particulier en cas d'accident embolique. La dégénérescence de bioprothèse peut schématiquement prendre deux aspects: obstruction par calcification des feuillets, fuite valvulaire liée soit à une rigidité valvulaire, soit à une déchirure de cuspide. Le mécanisme et la sévérité de ces lésions sont au mieux précisés par ETO. La pathologie de l'aorte thoracique a largement bénéficié de l'apport de l'ETO. En matière de dissection aortique aiguë, le bilan échographique par ETT et ETO permet au lit du malade de poser dans nombre de cas un diagnostic précis et d'orienter sans retard le patient vers la chirurgie, en particulier dans les dissections de type A touchant l'aorte ascendante. En cas de suspicion de dissection aortique, le TO doit être réalisé après sédation et contrôle de la tension artérielle par thérapeutique antihypertensive. Le diagnostic de dissection repose sur la mise en évidence d'un voile intimal disséqué, séparant deux chenaux, au niveau desquels les flux en Doppler couleur et pulsés sont généralement différents.
En cas de doute diagnostique entre dissection localisée ou artefact au niveau d'une aorte ascendante dilatée, il est important de multiplier les plans de coupe en multiplans. Le deuxième point à préciser par ETO est le siège de la porte d'entrée, élément capital pour décider de la technique opératoire. En effet, si la porte d'entrée siège au niveau de l'aorte ascendante, un remplacement de l'aorte ascendante suffit, alors que si la porte d'entrée est plus distale, aorte horizontale ou isthme de l'aorte avec dissection rétrograde de l'aorte ascendante, il faut envisager un remplacement de toute la crosse aortique. Soulignons que dans 60% des dissections aortiques, la porte d'entrée siège au niveau de l'aorte ascendante. Ici encore, le multiplan est probablement supérieur au monoplan, mais les travaux sur ce sujet sont encore très peu nombreux dans la littérature. La sensibilité et la spécificité de l'ETO dans le diagnostic de la dissection en ETO monoplan sont significativement supérieures à celles de l'ETT. Parmi les autres anomalies recherchées, citons un épanchement péricardique, signe de gravité car témoignant d'un hémopéricarde, une insuffisance aortique, des anomalies de la cinétique segmentaire du ventricule gauche liées à une dissection coronaire. Au total, en matière de dissection aortique en phase aiguë, l'apport spécifique des sondes multiplans est double. Diagnostic positif plus fiable de la porte d'entrée, diagnostic différentiel des artefacts de l'aorte ascendante. Dans le cadre de la surveillance à long terme des dissections aortiques, soit opérées, soit traitées médicalement, l'ETO présente un intérêt certain, mais la nécessité de répéter annuellement ce bilan fait que d'autres techniques d'imagerie sont habituellement préférées, comme le scanner ou l'IRM. Le but de ces examens est alors de préciser la notion de perméabilité des chenaux, de détecter une dilatation anévrismale de l'aorte native. De nos jours, l'ETO est également fort utile en salle de radiologie interventionnelle dans l'implantation d'une endoprothèse couverte au niveau de l'isthme de l'aorte lorsque cette option thérapeutique a été choisie. Rappelons enfin que l'ETO est également un examen de choix de diagnostic des autres causes d'aorte douloureuse. Hématome de paroi, ulcère athéromateux pénétrant. En présence d'une embolie systémique, deux situations sont possibles. Tout d'abord, il existe à l'anamnèse, à l'examen clinique ou à l'électrocardiogramme, une anomalie cardiaque susceptible d'être emboligène. Dans ces cas, la rentabilité de l'ETO dans la détection d'une néoformation intracardiaque est bonne. Autre situation, le bilan initial est normal. L'ETO est classiquement peu rentable et décèle au plus des sources indirectes d'embolie. Foramen ovale perméable, contraste spontané, athérome aortique. Nous avons souligné déjà la grande sensibilité de détection par l'ETO des thromboses de l'oreillette gauche et de l'auricule, des thromboses non obstructives sur prothèse valvulaire. Il en est de même pour les tumeurs intracardiaques, mais il faut bien dire que dans la majorité des cas, ces tumeurs sont décelées dès l'examen ETT. On ne peut cependant exclure formellement une tumeur de petite taille comme un fibroélastome, qui sera décelée quasi exclusivement par ETO. La pratique de l'échographie transœsophagienne a souligné la fréquence de 3 types d'anomalies susceptibles d'expliquer une embolie systémique. Les travaux en ETO avec Doppler couleur, couplés à l'écho de contraste sensibilisé par la toux ou la manœuvre de Valsalva, montrent qu'un foramen ovale perméable peut être retrouvé chez environ 36 à 40% des sujets normaux. Pour certains auteurs, la fréquence du FOP est plus élevée dans les populations examinées en ETO pour accident embolique, avec comme mécanisme principal l'embolie paradoxale. Quelques observations privilégiées de thrombus à cheval sur le septum interauriculaire ont été rapportées. L'ETO est la méthode de choix de dépistage des anévrismes du septum interauriculaire,
Véritable déformation de la membrane de fosse ovale avec excès de tissu. On retiendra le diagnostic d'anévrisme du septum interauriculaire si la base d'une part et l'amplitude des mouvements ou la hauteur d'autre part sont supérieurs ou égaux à 13 mm. Cette membrane est généralement multiperforée et flotte entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite au gré des gradients de pression entre les deux oreillettes. Les travaux de la littérature montrent que dans la population tout venant examinée en ETO, la fréquence des anévrismes du septum interauriculaire est de 2% environ. Elle est multipliée par 2 chez les patients examinés pour embolie systémique. Les mécanismes pour lesquels l'anévrisme du septum interauriculaire peut être impliqué dans une embolie sont multiples. L'embolie paradoxale, la formation d'un thrombus in situ, les troubles du rythme auriculaire, l'association à un prolapsus mitral. Les débris intra-aortiques sont particulièrement fréquents chez les patients athéroscléreux âgés. Le TO peut mettre en évidence des lésions athéromateuses plus ou moins complexes, comme un simple épaississement de l'intima, plaque fibreuse peu ou pas protrusive, ou une plaque complexe bourgeonnante, supérieure ou égale à 5 mm, qui peut elle-même être calcifiée, ulcérée, associée à un thrombus, ou à un hématome sous plaque. Les travaux anatomopathologiques et échocardiographiques ont montré que ces plaques athéromateuses sont rares au niveau de l'aorte ascendante, prédominent au niveau de l'aorte horizontale et descendante, et plus particulièrement à l'ostium des collatérales. Leur présence, fréquente au niveau du dôme aortique, à proximité des troncs supra-aortiques, explique leur rôle probable dans de nombreux accidents emboliques. Selon Caralis, dans une population tout venant examinée en ETO, la fréquence des débris intra-aortiques est de 7%. Cette proportion devient beaucoup plus importante chez le sujet de plus de 50 ans, a fortiori s'il existe des facteurs de risque, HTA, diabète, dyslipidémie. Cependant, la présence de gros thrombis flottants semble rare. L'examen ETO s'attachera à préciser la taille du thrombus, sa mobilité, le site précis d'implantation par rapport aux arcades dentaires. Certaines cardiopathies congénitales simples, dépistées à l'âge adulte, peuvent l'être plus facilement et précisément par ETO. Communication interauriculaire, cœur triatrial, rétrécissement aortique sous-valvulaire à type de membrane. Les cardiopathies congénitales plus complexes, opérées ou non, peuvent également bénéficier de l'ETO dans le cadre du diagnostic ou de la surveillance. Transposition des gros vaisseaux corrigée par Senning, afin de préciser le calibre des chenaux, tétralogie de Fallot, atrésie tricuspide, ventricule unique. Dans toutes ces situations, la possibilité de réaliser des coupes multiplans est d'un apport capital. De par la qualité et la précision de l'imagerie, le TO est devenu un outil complémentaire utilisé soit en salle de cathétérisme, soit au bloc opératoire. En salle de cathétérisme, les indications restent ponctuelles. Cette technique peut être utile pour guider un geste interventionnel, dilatation mitrale, implantation d'une ombrelle de fermeture de CIA. Ainsi, chez certains patients au thorax déformé, le TO peut faciliter la réalisation d'une dilatation mitrale par ballonnet. Au bloc opératoire, les applications de l'ETO sont multiples. Contrôle péropératoire de certains gestes délicats, plastie de la valve mitrale, remplacement valvulaire dans un contexte d'endocardite, dissection aortique, myocardiopathie obstructive, cardiopathie congénitale. Monitorage de la fonction ventriculaire gauche en péropératoire, technique séduisante chez certains patients à risque. L'échocardiographie transœsophagienne représente une voie d'exploration de la masse cardiaque et des gros vaisseaux d'un apport capital chez l'adulte,
en particulier dans les situations d'urgence au lit du malade, comme la dissection aortique, la dysfonction de prothèse, ou dans les diagnostics difficiles. La procédure d'examen doit être méthodique et complète. Les images doivent être enregistrées systématiquement en vue d'une possible relecture, en raison du caractère semi-invasif de l'échographie transœsophagienne. Enfin, le TO multiplan ouvre la voie de la reconstruction tridimensionnelle et représente sans conteste une avancée technologique importante.